cette seconde table ronde Lucille Schmitt, qui est vice-présidente de la Fabrique écologique et qui va coordonner cette table ronde qui est sur les coûts cachés écologiques et sociaux. Et j'invite également à prendre place Alain Lipietz, membre du Conseil politique d'Europe Écologie Les Verts, Pierre Calam, essayiste et président du conseil de la Fondation Léopold Mayer, et Carole Lipsic, présidente et cofondatrice chez Ingis, fondatrice de l'initiative contributive. Voilà. Alors, Lucille, je vous passe la parole. Vous avez été challengée d'emblée par Antonin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui vous a demandé si ce thème était même possible, tout simplement. Donc, je vous laisse la parole. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je suis ravie d'animer cette table ronde avec donc nos trois intervenants, Carole, Alain, Pierre. Donc, elle s'intitule « Comment intégrer les coûts cachés écologiques et sociaux ?» Et effectivement, Antonin Potier nous a dit que c'était au fond à adopter l'approche de Pigou, dont c'est la fête aujourd'hui. Je voulais quand même dire une chose, c'est que quand c'est la fête à Pigou, il y a déjà une certaine ambiguïté, une forme d'ambivalence, c'est-à-dire qu'on reconnaît à Pigou, à l'économiste Pigou, une importance dans le fait d'avoir tout simplement défini les externalités et été précurseur du principe pollueur-payeur. On voit bien que nous ne sommes pas satisfaits de ces externalités et la question du principe pollueur-payeur, mais on doit reconnaître que c'était un début et j'insiste sur le fait que la fête à Pigou, c'est aussi reconnaître certainement à cet économiste une certaine forme de mérite et en tout cas s'inscrire dans une histoire économique qu'il faut transformer, mais qui existe. La deuxième chose qui me semble importante pour introduire notre table ronde, c'est bien sûr de rebondir aussi de ce que nous a dit Antonin sur le caractère unidimensionnel, souvent du raisonnement économique. On voit bien qu'on s'inscrit ici dans un caractère, dans une approche multidimensionnelle, et ça sera très présent dans justement les exposés de nos trois intervenants. Troisième point, enfin, pour introduire brièvement, il me semble que dans les coûts écologiques et sociaux, on fait comme si ça allait de soi, et nous savons très bien que les coûts environnementaux et les coûts sociaux, les coûts cachés environnementaux et sociaux, ne vont pas forcément ensemble. Et il sera sans doute question des gilets jaunes dans nos interventions, en tout cas dans certaines des interventions. On l'a vu au moment du mouvement des gilets jaunes, il n'y avait pas eu d'anticipation des coûts cachés sociaux. Était-il d'ailleurs si caché que ça? En tout cas, du côté de la décision politique, qui a été plusieurs fois mise en cause dans la précédente plénière, il y a eu en tout cas une volonté de minimiser ces coûts sociaux, et ce sont ces coûts sociaux qui nous ont sauté à la figure et qui ont d'une certaine manière retardé un certain nombre de mesures qui auraient pu avoir des conséquences positives sur la sortie de la dépendance aux énergies fossiles. Donc, comment est-ce que ces coûts cachés écologiques et sociaux, on peut les traiter d'un même mouvement? Je pense que c'est ça qui est en cause. Et il me semble que la précédente plénière nous a invités non pas à traiter ce sujet d'intégration d'une manière qui serait étroitement restrictive, qui serait restrictive et trop étroitement économique. Il me semble qu'elle nous a invités à élargir les choses en termes démocratiques, en termes plus politiques, alors même qu'on aurait pu envisager les choses d'une façon plus stricto sensu économique. Donc, je me tourne vers notre premier intervenant, Alain Lipietz. Je ne sais pas s'il faut présenter Alain Lipietz, mais en tout cas, je vais essayer de le dire en 3 mots, et c'est très difficile. Donc, Alain, membre fondateur des Verts français, économiste, tu as longtemps travaillé au Plan, notamment. Tu as été membre du conseil d'analyse économique de Lionel Jospin, et déjà, tu y as réfléchi aux écotaxes. Et déjà, tu as réfléchi aux conséquences sociales en fait, qu'il fallait gérer lorsqu'on on avait mis en place cette question des écotaxes. Et puis, je dirais surtout que d'emblée, tu nous as invités à faire le lien entre l'écologie politique et l'économie. Je pense que c'était une des caractéristiques de certains de tes essais. Et c'est toi qui vas commencer donc, à essayer de répondre à l'intégration des coûts cachés écologiques et sociaux tout en changeant notre vision de l'économie, bien sûr. Merci. Oui, effectivement, quand Béatrice m'avait proposé de participer à ce colloque, elle avait plutôt l'interprétation « on va faire la fête à Pigou ». Moi, je suis plutôt de ceux qui disent « il faut fêter Pigou ». Pourquoi? Parce que c'est un homme du tout début du XXe siècle. Hein. Son article fondateur, il est de 1907, je crois. Et à l'époque,
le capitalisme était totalement libéral, il commençait à y avoir quelques lois sociales, quelques lois d'ailleurs héritées de l'Ancien Régime, Napoléon III, de protection du patrimoine, comme on dit, hein, que ce soit Notre-Dame de Paris ou la forêt de Fontainebleau. Enfin, c'était vraiment tout à fait marginal dans les préoccupations. Non, ce n'était pas marginal dans les préoccupations de l'État, mais c'était marginal dans l'économie. Alors, ce que dit Pigou, son article, c'est à propos des locomotives de l'époque, hein, vous voyez, ça faisait plein d'escarbilles, d'étincelles, etc. Et ça fichait le feu au champ. Et Pigou dit, mais il n'y a aucune raison de considérer qu'une entreprise de chemin de fer a le droit, comme ça, de saboter le vivant tout autour d'elle, et il faut la faire payer. Alors, payer à qui? Au propriétaire du champ qui avait été incendié, déjà. Comment? En rendant obligatoire une assurance pour le cas où il mettrait le feu au champ. Et vous pouvez dire que d'une certaine façon, il invente le principe pollueur-payeur, mais aussi l'assurance tiers obligatoire. Alors, ce qu'on en a retenu, c'est quand même pas tout à fait ça. C'est le deuxième argument qu'il avance, c'est que une fois qu'il y a obligation de s'assurer, eh bien, les entreprises vont essayer de polluer le moins possible. On va faire des locomotives qui font le moins d'escarbilles possible. Et grâce à un mécanisme de bonus-malus, les assurances seront moins chères pour les entreprises qui auront commandé aux fabricants de locomotives des locomotives qui sont moins dangereuses pour l'environnement. Alors, c'est ça qu'on appelle les taxes pigouviennes. L'idée, le premier dividende, si vous voulez, de l'institution des taxes, de cette forme d'écotaxe, qui prend la forme d'une assurance tout risque, en l'occurrence, c'est quand même d'être une incitation à prendre des mesures en amont pour éviter de polluer. Et le deuxième dividende, c'est on dégage de l'argent qui va servir, dans ce cas-là, à indemniser. Alors ça, c'est l'aspect « je fête Pigou ». Alors maintenant, il faut faire la fête à Pigou. On va lui faire sa fête. Vraiment, alors à ce moment-là, il suffit de payer, on a le droit de saboter l'environnement librement, surtout quand, par le biais du ticket de transport, vous pouvez reporter sur le consommateur le fait que vous n'avez pris aucune précaution. Bon. Évidemment, le cas des locomotives est tout à fait spécifique, puisqu'on peut identifier le dommage. Donc le coût externe n'est pas très caché, hein. Quand ça tombe, ça se voit. Hein. On peut l'indemniser, et puis surtout, il n'est pas très grave. Enfin, s'il y a un champ qui brûle, bon, ma foi, il y a un tas de champs qui ne sont pas à côté des locomotives, et ce n'est pas comme la guerre en Ukraine, hein. Ça ne va pas provoquer la famine dans le monde si quelques champs brûlent quand on passe les locomotives. Bon, donc, c'est très spécifique comme situation, hein, très encadré, le coût n'est pas très caché, on voit qu'il est indemnisé, on peut réparer au sens double du mot réparer dans le droit. Hein, on répare l'esclavage, on répare la Shoah pour les quelques survivants, et puis on répare aussi, hein, en indemnisant le paysan. Et on connaît le prix, hein, c'est le prix d'une récolte qui aurait dû avoir lieu. Bon, mais il y a un tas de cas qui échappent, mais c'est même la majorité des cas, qui échappent à ces conditions extrêmement restrictives. Hein. Bon, la pollution de l'air qui provoque de l'effet de serre, ou la pollution plus locale qui provoque par les microparticules du diesel qui provoque un tas de maladies respiratoires ou cardiaques. Hein. Tout ça, c'est très caché, c'est très diffus, on ne le voit pas, on ne sait pas qui exactement est victime. Quand quelqu'un est victime, on ne peut pas le rapporter exactement à telle voiture en diesel qui passe, etc., etc. Donc, il vaut mieux interdire carrément. La production du vivant passe d'abord par l'interdiction de ce qui détruit le vivant. Et je suis tout à fait d'accord avec René Passet sur ce point. Les entreprises préfèrent ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous pensez par des méthodes incitatives, chacun se dit, voilà, ça va me coûter de l'argent, je suis incité à le faire, mais si les autres ne le font pas, peut-être que finalement j'y perds. Enfin bon, il y a toute une série, et même individuellement, chacun se dit, pourquoi est-ce que je ferais attention à ne pas polluer la planète, enfin à ne pas faire d'effet de serre, par exemple, quand on est 7 milliards, 8 milliards bientôt d'individus, dont je peux soupçonner tous les autres de s'en fiche complètement. Donc voilà, il vaut mieux des règles. Et pour les entreprises, pareil, il vaut mieux des règles. Alors, pareil, et bien évidemment, quand on sait dire le dommage est irréversible, irréparable, dangereux, etc., on met des règles. Il est interdit de déverser l'arsenic dans les rivières. Bon,
Alors, bon, il y a aussi un tas de petites interdictions. Interdiction de stationner devant une belle église romane gothique, hein, protéger l'environnement là, minéral, mais œuvre humaine. Comment est-ce qu'on punit les gens qui n'obéissent pas aux règles? Alors, on peut les mettre en prison quand c'est vraiment très grave, c'est dit dans une gruyère. Hein. En général, on leur met une amende. Si vous mettez une amende, immédiatement, vous voyez apparaître une transformation de l'internalisation des faits externes, comme on dit, hein, c'est-à-dire l'obligation de respecter l'environnement. Vous voyez qu'elle se transforme en monnaie. Bon. Immédiatement, l'écotaxe, on l'appelle par son nom, on aimerait mieux pollutaxe, enfin, c'est écotaxe, vous voyez qu'elle apparaît comme une première forme, l'amende. L'amende, vous voyez tout de suite qu'il y a des gens qui peuvent se payer l'amende et d'autres qui ne peuvent pas se payer l'amende. Si vous êtes très riche, vous garez n'importe comment. Oh tiens, j'ai un papillon, on paiera l'arbre. Voilà, vous êtes pressé, vous garez n'importe où et vous pouvez payer si vous avez de l'argent. Ça, c'est un des problèmes qu'on va voir tout de suite. Hein, à la fin de mon petit exposé, c'est la question, si vous avez de l'argent, vous pouvez vous payer la destruction de l'environnement. Donc, l'écotaxe ne fait rien contre ça. À quoi sert l'amende? Premier dividende, à protéger, on l'a dit. Hein. On essaie de ne pas polluer, on essaie de protéger les monuments historiques, etc., etc. Donc, premier dividende, c'est toujours la protection de l'environnement. Deuxième dividende, il y a de l'argent versé. À qui? Et pourquoi faire? Alors, à qui? En général, c'est à l'État. Les amendes sont payées à l'État. Alors, les écotaxes sont payées à l'État. Donc, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs usages possibles de l'écotaxe qui donnent au moins 3 conceptions de l'écotaxe. Mais avant, quelques précisions sur l'interdiction. L'interdiction peut être totale, et on n'a pas le droit de renverser de l'arsenic dans la rivière. Elle peut être aussi limitée. Pourquoi? Poser des limites. Pourquoi? Parce que vivre, c'est polluer. Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant? C'est une petite machine thermodynamique, dissipative, comme on dit chez les thermodynamiciens, qui organise de l'inerte autour de soi pour en faire quelque chose d'organisé, mais en rejetant la négantropie dans la nature, dans l'environnement. Hein, c'est-à-dire qu'on prend de l'inorganisé, on fait de l'organisé, mais on rejette de quelque chose d'encore plus inorganisé. Par exemple, une mine de charbon va chercher quelque chose qui est... Alain, tu peux faire ça en premier? Oui, quasiment fini. Quelque chose qui est sous terre, bien à l'abri, et puis ça la disperse dans l'atmosphère. C'est l'égantropie. Bon. Un être vivant respire forcément en polluant autour de lui. Respire, mange, défecte, etc. Donc on fait des limites. Alors, il y a plusieurs formes de limites. Limites au fur et à mesure que vous consommez, ça c'est les normes. Hein. Et puis des limites sur le total de ce que vous polluez, c'est ce qu'on appelle le quota. L'écotaxe, elle essaie de jouer avec tout ça. Alors, elle peut être soit pour réparer, dans la même chose que chez Pilou, hein. Bon, par exemple, les écotaxes qui alimentent les agences de bassin, on pollue l'eau, on se lave, on pollue l'eau. Hein. Eh bien, il y a des machines pour dépolluer l'eau, et l'écotaxe est fait pour payer ces machines, le fonctionnement de ces machines. Deuxième conception, alors c'est là carrément qui nous viennent. Hein, non, pas tout à fait. Si vous avez affaire à des quotas, on pourrait remplacer les quotas par une taxe. Vous pouvez déjà revendre vos quotas, eh bien, vous payez les quotas à l'unité. Hein. Une taxe sur l'essence, vous faites au détail ce que vous achetez en gros, ce que vous faites en gros quand vous achetez un quota. Et puis la troisième chose, c'est quand même la taxe picouvienne, ça sert à additionner. Alors évidemment, la critique fondamentale contre ça, c'est que partant du principe que vivre, c'est polluer, on autorise forcément peut-être trop de pollution. Si les quotas sont trop basses, si les quotas distribués sont trop nombreux, etc., vous allez au-delà, vous détruisez le premier avantage, le premier dividende. Deuxième problème, vous prélevez de l'argent. Or, les gens n'ont pas la même quantité d'argent. Quand vous avez fait mon rapport évoqué par Lucille sur les écotaxes par Lionel Jospin, dans le cadre du Conseil d'analyse économique, je disais, attention, si on augmente les écotaxes pour interdire progressivement, pour dissuader l'achat des voitures diesel,
il faut le redistribuer à ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Et le mouvement des Gilets jaunes, justement, ça a été un mouvement de révolte de ceux qui ne pouvaient pas faire autrement, typiquement les Gilets jaunes, c'est-à-dire les infirmières à domicile, les aides-soignantes, etc., qui vont faire 70 km dans la journée pour aller faire 3 piqûres à 3 endroits du canton, surtout à la campagne. Et si on ne prévoit pas qu'il faut indemniser avec une partie de l'écotaxe ceux qui ne peuvent pas faire autrement, eh bien, on a une révolte. Voilà, et je termine là-dessus, en disant quand même que, à part les mesures administratives comme l'interdiction, et à part les mesures économiques comme l'amende, l'écotaxe, etc., la question de la culture et des mentalités, ce qu'on va appeler l'éthique, est fondamentale, et c'est peut-être une critique que je ferai à Jarre tout à l'heure. On ne responsabilisera jamais assez les citoyens. Alors qu'on responsabilise les citoyens qui en peuvent mettre, alors qu'on ne responsabilise pas ceux qui ont tout pouvoir, ça c'est scandaleux. Mais ce n'est pas au moment où on essaie de responsabiliser les gens pour la sauvegarde de la planète et de leur propre vie. C'est pas seulement la fin du mois, c'est leur propre vie qu'on essaie de sauver. C'est pas à ce moment-là qu'il faut se rendre compte qu'il y a des inégalités dans la société. Il faut d'abord combattre les inégalités par d'autres moyens que l'écotaxe, qui ne peut absolument pas s'en occuper, mais par des aides, par des lois sociales. Et je terminerai là. Merci beaucoup, Alain. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Carole Lipsic, qui est fondatrice, présidente d'NGS, qui, grâce à une plateforme, fait apparaître en fait le capital immatériel, aide les entreprises à faire apparaître leur capital immatériel. Et surtout, Carole, vous avez réalisé en 2021 une première enquête sur l'activité contributive. Et vous allez nous expliquer exactement ce que vous entendez par activité contributive. Mais je précise que, puisqu'on parlait d'ordre de grandeur tout à l'heure, pour vous, c'est quelque chose de massif, puisque vous évaluez l'importance de l'activité contributive à 68% du PIB, et que votre but, c'est en fait de faire apparaître des activités qui aujourd'hui sont invisibilisées. Je pense que c'est très important, cette question de occulter, invisibiliser. Tout à l'heure, on a parlé de la façon dont l'économie, au fond, fait confiance, l'économie classique, fait confiance à la main invisible pour articuler un projet de société. Vous, au fond, vous faites le pari inverse. Vous voulez rendre visibles des choses qui sont occultées et nous permettre ainsi peut-être justement de discuter du projet de société que nous souhaitons. Merci beaucoup pour cette introduction. Je voudrais juste souligner que je suis plus là en tant que fondatrice de l'initiative contributive, qui est un collectif citoyen qui s'intéresse à faire connaître l'importance vitale de l'activité contributive. Alors, on a entendu avec Alain, normalement, on pense aux coûts sociaux en termes de pertes et de dégâts. Eh bien, je viens proposer une interprétation plus large du coût social qui ne s'intéresse pas seulement aux effets de la production sur l'environnement et sur les personnes, mais aussi à ses prérequis, tous ces apports individuels que nous faisons, qui sont tenus comme allant de soi et qui permettent non seulement au monde de tourner, mais aussi à la production de s'effectuer. Et cet apport, c'est ce que j'appelle l'activité contributive. Alors, l'activité contributive désigne l'ensemble de nos actes et engagements du quotidien qui permettent à la société de fonctionner et qui n'entrent pas dans le cycle lucratif. Ils sont gratuits, comme tous les actes nécessaires de la sphère domestique, mais aussi comme cette activité extrêmement chronophage que nous faisons tous dans le monde des médias numériques. Et parfois, ils ne sont pas vraiment gratuits, mais ils n'ont pas de modèle économique viable, comme l'activité de certains artistes, chercheurs, agriculteurs, ou bien de certains acteurs de la transition et de la justice sociale. Alors, je vais vous donner quelques exemples de contributeurs. Le contributeur, et c'est des contributeurs que nous avons rencontrés avec l'initiative contributive et cette enquête. C'est par exemple Doris qui faisait des masques quand on n'en avait pas et qu'on en avait besoin. C'est Géraud, bénévole actif dans un club sportif. C'est Aurélie qui a arrêté de travailler pour s'occuper de son enfant autiste. C'est Brice qui fait du logiciel libre. Alain, syndic bénévole de son immeuble. Séverine et Jim qui ont ouvert un restaurant inclusif qui est aussi un tiers-lieu et qui n'ont jamais pu se verser de salaire. C'est Pauline qui est un auteur reconnu, étudiant en faculté, qui publie tous les ans et qui n'arrive pas à toucher un SMIC. Donc l'activité contributive, c'est donc non seulement tout ce qui nous permet de faire société, démocratie et culture ensemble, mais c'est aussi ce qui permet aux personnes d'être en capacité de participer au cycle de production lucratif. Alors, je peux emprunter une expression au socio-économiste que vous n'avez pas encore cité, Roger Su, qui est membre de l'initiative contributive également, et dire que l'activité contributive est l'activité qui permet de produire l'activité productive. Alors, je vais m'arrêter un instant à cette idée.
On a parfois appelé cette activité qui nous permet d'être en capacité d'aller produire le travail de reproduction. Et c'est très réducteur, parce que ça donne l'impression que cette activité est une activité quasi physiologique, ce qu'elle n'est pas. Faire à manger, ce n'est pas manger. D'ailleurs, si je ne fais pas à manger, quelqu'un doit le faire à ma place, quitte à être payé. Donc, il y a comme ça quelques critères qui permettent de définir ce qui est d'activité contributive et ce qui n'en est pas. Je vais un peu les simplifier pour vous les donner. Est-ce que cette action est utile à un autre que moi ou à l'environnement? Est-ce que je suis payée pour la faire? Et si je suis payée, est-ce que je gagne moins que le SMIC? Est-ce que j'ai une protection sociale? Ne serait-ce qu'un temps de repos obligatoire? Parce que Aurélie, dont je vous ai parlé, elle n'a pas de temps de repos obligatoire, ni même permis. Et si elle n'est utile qu'à moi-même, est-ce qu'elle est optionnelle? Si elle n'est pas optionnelle, est-ce que je peux la déléguer? Alors, ces critères, ils ont été définis suite justement à cette grande opération de recherche citoyenne, l'enquête contributive, que nous avons menée en 2021 avec l'initiative contributive, qui est ce collectif citoyen que j'ai fondé. Donc, l'enquête contributive avait pour but de mieux comprendre et définir l'activité contributive, mais avec ses acteurs, et puis de les écouter, de comprendre leurs besoins et leurs difficultés, de cerner les frontières entre l'activité contributive, le travail et le loisir, et puis aussi de tester une plateforme et un process de valorisation de l'activité contributive. Cette enquête a réuni 250 contributeurs et une soixantaine d'experts dans une quinzaine d'ateliers, 13 auditions et 3 groupes de travail, dont un groupe de travail économique et juridique encadré par des personnalités vraiment expertes et éminentes. À l'issue de cette enquête, nous avons proclamé la première déclaration des droits du contributeur que vous pouvez lire et signer sur le site contributif.org. J'en ai aussi un exemplaire sur moi que je pourrais vous montrer. On a également imaginé, je reviendrai dessus tout à l'heure, des dispositifs de soutien et de financement de l'activité contributive, ce qui est une façon d'intégrer ce coût caché. Et on est en train de négocier pour essayer de les expérimenter dans les territoires. Territoire, le maillon essentiel de la transformation, Pierre. Et puis, on a aussi décidé de mener une étude de littérature pour pouvoir mesurer l'activité contributive qui, jusqu'à présent, est complètement invisible. Alors, quels sont les résultats de cette étude? Eh bien, nous consacrons chacun, en France, en moyenne, 1408 heures par an à l'activité contributive. Et c'est à peu près l'équivalent de 3 journées de travail par semaine. C'est autant que 87% du temps que nous consacrons au travail. Et si on valorise ces heures selon la méthode traditionnelle du coût de remplacement, c'est-à-dire combien coûteraient ces heures si on devait les payer, on arrive au total en France à 1 557 milliards d'euros, soit 68% du PIB. Et on est prudentiel dans ces calculs. L'étude peut être téléchargée sur le site aussi. Alors très concrètement, ça veut dire qu'en France, 1 557 milliards d'euros, c'est la valeur de l'apport social contributif à l'économie. Toute l'économie, pas l'économie contributive, toute l'économie. Ou encore qu'il faut 1 557 milliards d'euros d'activités contributives gratuites ou quasi gratuites pour produire les 2 300 milliards de PIB. Bon, évidemment, on ne demande pas la rémunération de ces 1 557 milliards d'euros. Vous imaginez bien qu'on n'y arriverait pas. Mais ces chiffres montrent qu'il n'y a pas d'économie productive ni de profit privé sans l'apport de tous et de chacun. Fondamentalement, l'hypothèse conceptuelle de l'activité contributive comme coût social est la suivante. Il n'est pas possible d'isoler la production qui prend place dans le cycle lucratif du fonctionnement global, social et environnemental. Pour moi, pour nous, l'entreprise transforme en valeur monétaire l'ensemble de l'activité humaine et de l'activité de la nature. Elle ne transforme pas en valeur monétaire sa propre activité exclusivement. À ce titre, il convient de scanner l'ensemble des apports sociaux et environnementaux, tout autant que les effets de la production. Et c'est en cela que l'activité contributive doit être considérée comme un coût social. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous donner 3 exemples, sinon je vous en donne qu'un. Donnez 2 en 2. J'en donne 2. La filière numérique, d'abord. C'est en France 700 000 emplois et 56 milliards d'euros. Notre activité numérique, elle, vous savez, j'installe un logiciel. Zut, mon ordinateur est tombé en panne. Bon, ben voilà, j'en ai pour 3 heures avec Microsoft au téléphone. Ou bien je dépose un avis Uber de 5 secondes, un avis sur mon conducteur quand j'ai quitté Uber. Bon, eh bien, cette activité contributive gratuite, elle représente au bas mot
1,2 million d'emplois. Je vous assure que j'étais très prudentielle en faisant ce chiffre. Donc, vous voyez, 1,2 million d'emplois gratuits qui financent ces 700 000 emplois de la filière numérique et ces 56 milliards d'euros. Le sport, c'est 11 milliards d'apports des bénévoles pour les entreprises du sport qui réalisent 78 milliards de chiffre d'affaires et ça ne tient pas compte des droits de diffusion. Donc, il n'y aurait pas toute cette économie s'il n'y avait pas les 11 milliards de l'apport du sport. Je m'arrête là, j'en ai plein d'autres, des exemples comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire de toutes ces informations en matière d'intégration des coûts sociaux? Je voudrais d'abord poser une parole symbolique. Il faut arrêter de définir et d'assigner l'activité contributive au désintéressement, au don contre don, au caractère caché de la bonne action ou au caractère physiologique de la reproduction. Il faut reconnaître son importance économique vitale et reconnaître le mérite et les droits des contributeurs. Nous sommes tous méritants et contributifs, pas seulement les travailleurs. Très concrètement, ça veut dire qu'il serait complètement illégitime de demander quoi que ce soit de plus que ces 3 journées de contribution par semaine aux personnes qui bénéficient des minima sociaux. Elles font déjà leur part. Ensuite, ça veut dire qu'il faut réfléchir à la manière dont l'économie productive et lucrative peut soutenir l'activité contributive, mais pour moi, surtout dans 4 cas. Le premier, quand une personne est privée durablement d'emploi et qu'elle souhaite s'investir librement en fonction de ses capacités, dans l'activité contributive qui est moins sélective que le travail. Le deuxième, quand cette activité est nécessaire, comme l'agriculture, la transition ou la participation à des instances citoyennes, mais qu'elle n'a pas de modèle économique solvable. Le troisième, quand une personne se dédie intégralement à l'activité contributive, comme par exemple Pauline ou Séverine ou Aurélie, que je vous ai citées. Et puis le quatrième, quand quelqu'un qui travaille n'a pas le temps de faire face à son activité contributive requise ces 3 jours et n'a pas les moyens de payer quelqu'un pour se faire aider, prendre le relais, comme par exemple les parents isolés. Alors à cette fin, nous avons imaginé 2 dispositifs. Un dispositif de soutien aux contributeurs, le pacte d'activité contributive, et un dispositif de financement de ce pacte, le certificat de contribution sociale et environnementale. Alors le pacte d'activité contributive octroie des avantages aux contributeurs qui en ont besoin et qui le souhaitent. Ça peut aller d'un simple avantage en mobilité ou en culture à un véritable revenu contributif avec des droits sociaux comme la retraite. Et un revenu contributif, donc, ce n'est pas le RSA, c'est l'équivalent du SMIC au minimum. Quant au certificat de contribution sociale et environnementale, il est inspiré de 2 dispositifs existants. Le certificat d'économie d'énergie qui est basé sur le principe pollueur-payeur, où des obligés pollueurs doivent payer aux particuliers des travaux d'économie d'énergie directement, sans passer par l'État. Et la deuxième inspiration, c'est les paiements pour services environnementaux qui s'appuient sans contrainte sur des acteurs avantagés par la bonne santé de l'environnement et qui financent le maintien de cette bonne santé. Donc, le certificat de contribution sociale et environnementale, il se tourne vers des obligés ou vers des avantagés pour leur proposer ou leur imposer de rémunérer le pacte au travers de l'acquisition d'un certificat auprès d'un intermédiaire, lequel va gérer le pacte d'activité contributive au travers d'une plateforme d'intermédiation, parce que le numérique et plateforme d'intermédiation, ça peut être aussi très utile aux nouvelles formes économiques. Voilà, donc ça permet entre autres de sortir d'un problème qui a beaucoup été soulevé pendant l'enquête contributive, qui est la verticalité de l'État dans les choix de financement de la transition. Voilà, je voudrais juste signaler qu'on est en train de négocier avec des territoires pour expérimenter ces 2 dispositifs. Merci beaucoup, Carole, c'est assez passionnant. Voilà. D'ailleurs, vous pourrez discuter après cette plénière sur cette question de devenir contributeur vous aussi. Moi, ce que j'observe, c'est qu'à travers votre exposé, on est passé de la question des coûts à la question de la valeur. C'est-à-dire que vous nous dites qu'il faut donner une valeur à un certain nombre au fond de tâches, d'activités, de manières d'organiser notre vie, de choses qui sont invisibles et auxquelles nous ne donnons pas de valeur, alors même qu'elles ont sans doute beaucoup de valeur en termes de lien social et en termes tout simplement de fonctionnement collectif. C'est un point qui est essentiel et je rappelle que pendant la pandémie, ça a été aussi une sorte de fil rouge soulevé tout au long notamment sur la question des aidants, la question des soignants, etc., ou la question tout simplement des emplois mal payés qui permettaient au fond de maintenir la cohésion dans un moment de confinement. Donc on voit bien que cette question de la contribution, elle a pris un tour nouveau, me semble-t-il, avec la pandémie, elle a pris justement une visibilité et que ça me semble assez important que vous apparaissiez à ce moment-là. Je crois qu'il y a une question de contextualisation. Je vais passer la parole à Pierre Calame. Alors Pierre, c'est
Comment, donc, encore une fois, vous présenter, peut-être vous le ferez vous-même très bien, mais en tout cas, vous êtes président aujourd'hui du conseil de la Fondation Léopold de Mayer pour le progrès de l'homme. Vous avez été haut fonctionnaire dans des domaines assez différents, c'est-à-dire vous avez travaillé beaucoup sur les questions d'urbanisme, de ville, mais aussi de coopération internationale. Et de longue date, vous avez travaillé sur la question, je vais dire, de la démocratie citoyenne, avant la conférence citoyenne, puisqu'en 2001, vous aviez organisé une grande conférence mondiale de citoyens. Et aujourd'hui, vous allez mettre l'accent sur un point très important, c'est comment on passe de l'économie à l'autonomie, comme vous allez nous expliquer. Et au fond, donc, comment est-ce qu'on intègre à la démarche économique la question du bien-être et la question des limites planétaires. Et puis, il y a 2 points sur lesquels vous allez aussi insister. La question territoriale, on l'a senti déjà dans l'exposé de Carole, que c'était un point essentiel, cette inscription de la démarche économique dans la territorialité. Et un deuxième point important, puisqu'on parle de valeurs, l'enjeu de la responsabilité. On voit qu'on tâtonne en quête de langage, que le langage économique n'apparaît pas adapté au fond, à cette nouvelle ère. On voit que la question juridique, la question normative, on l'a évoqué avec Alain, dans certains cas, elle est adaptée, mais ce n'est pas un langage commun. Et est-ce que le langage commun à trouver n'est pas plutôt celui de la responsabilité? Ça rejoint aussi la question politique abordée dans notre première plénière. Moi, je crois qu'on a le sentiment d'une responsabilité commune mais différenciée, comme on dit dans les COP. C'est-à-dire que, sans doute, les puissants ont une responsabilité différenciée plus importante, mais que nous, citoyens, nous avons une responsabilité également, et c'est en cela qu'il faut s'en convaincre, mais aller plus loin de manière concrète pour la définir. Pierre, je vous passe la parole. Merci. Je m'attacherai dans mes 10 minutes d'exposer à la question du climat, parce qu'elle est significative de toutes nos impasses. Alors, le premier constat qui a été dressé tout à l'heure, c'est que depuis 1990, depuis qu'on glose sur la manière dont on va dans le mur, l'empreinte écologique moyenne des Français n'a pas changé d'un iota. Et donc, chaque année qui passe, on explique que non, on n'a rien fait, mais qu'on approche du mur et qu'est-ce que ça va être énergie, ce qu'on va faire. Ce qui illustre tout simplement le fait que si on ne change pas de méthode, radicalement, on est sûr d'être dans le mur. Deuxième observation, c'est que quand on lève le nez du guidon, quand on se met à regarder les choses de haut, le paysage s'éclaire. Et pour moi, les problèmes sont très simples. On a parlé à la première conférence d'une croyance à propos de l'économie. Je vois 3 croyances. Et le mot croyance est intéressant. C'est des choses qui se sont fabriquées à un moment donné et qui ne bougent pas, alors que la réalité à laquelle on s'intéresse a changé radicalement. 3 croyances. La première a trait à la politique, et c'est la croyance dans l'État souverain. La confusion dramatique entre le mondial et l'interétatique. La conséquence en est très claire. S'agissant du climat, toutes les négociations internationales présupposant l'État souverain, l'ONU est, pour reprendre l'expression de Georges Bertoin, l'ancien directeur de cabinet de Jean Monnet, un syndicat de gouvernants, on n'est engagé que par nos émissions sur le sol national. Et toutes les négociations, et d'ailleurs quand on parle de neutralité carbone, on entretient totalement la confusion, portent sur les émissions nationales et pas sur notre réelle responsabilité, qui est l'empreinte écologique liée à notre mode de vie. Et donc, la manière dont on pense l'État souverain a complètement préstructuré notre regard sur ce que l'on doit faire et a préstructuré du coup le type de solution qu'on envisageait. La deuxième croyance, c'est effectivement l'économie. Pour moi qui viens des sciences dures, c'est fascinant. La nature n'a pas changé
en 3 siècles, il y a 2 ou 3 révolutions scientifiques. La société a changé du tout en tout. Et désolé. Désolé. Et les prémices de l'économie n'ont pas changé d'iota. Donc, on a clairement face à une croyance, et depuis 30 ans, on se livre à la pensée magique en fabriquant des oxymores. Alors, ça s'appelle économie écologique, ça s'appelle développement durable, ça s'appelle croissance verte. On juxtapose 2 termes contradictoires, et parce qu'on les a juxtaposés, on pense que la contradiction est résolue. C'est la définition même de la pensée magique. Et puis, la 3e croyance, c'est la croyance juridique. La définition qu'on donne de la responsabilité faisait parfaitement sens quand ce qu'on traitait, c'était la question de ta responsabilité si ton taureau a encorné la vache du voisin. Et on continue cette pensée sur la responsabilité au moment où on est en train de détruire la planète. Donc, il y a 6 caractéristiques actuelles de la responsabilité qui sont dans la croyance. La responsabilité est engagée si j'ai un acte subjectif, c'est-à-dire l'intention de nuire. C'est une responsabilité limitée. C'est une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité qui porte sur les actes du passé. C'est une responsabilité qui ne concerne que les autres êtres humains, à l'exclusion du vivant. Le vivant est en droit pratiquement un res nullius, quelque chose qui n'existe pas, qui est en dehors de la communauté des êtres humains, qui est la seule communauté qui compte. Et enfin, c'est une responsabilité qui porte sur les moyens et pas sur les résultats. Donc, toutes choses qui avaient un sens il y a 3 siècles, qui n'ont strictement plus aucun sens maintenant. Alors, du coup, les réponses, le changement de méthode, c'est évidemment de sortir de ces 3 croyances. La première, évidemment, c'est de reconnaître que notre impact est mondial, et donc, pour moi, par rapport au climat, la traçabilité de notre empreinte écologique est une question incontournable. Elle n'est difficile que parce qu'il n'y a aucune obligation de la mesurer. Mais je fais toujours le parallèle avec la TVA. Il était plus compliqué de mesurer la valeur ajoutée tout le long d'une filière que de mesurer les émissions de gaz à effet de serre tout le long d'une filière. C'est devenu simple de mesurer la valeur ajoutée parce qu'il y a une taxe à la valeur ajoutée et pas il y a une taxe parce que c'était simple. Donc, c'est exactement le même problème pour la traçabilité. Il ne faut pas inverser les termes des choses. La deuxième chose, c'est en ce qui concerne l'économie. Il y a quelque chose de très amusant. Le GIEC, en avril, a sorti son dernier rapport et a essayé de définir ce qu'il faudrait faire. Et sans se rendre compte qu'il utilisait mot à mot la définition qu'on donnait il y a 300 ans, que Carl von Linné, le grand botaniste, donnait il y a 300 ans, de l'économie. L'économie, c'est l'art, donc en mobilisant toutes les ressources de notre intelligence, de notre technologie, etc., d'assurer le bien-être de tous dans le respect des limites des ressources de l'environnement. L'oikos, simplement, tel qu'on le pensait au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, et qui faisait l'objet de tous les livres très nombreux d'économie de l'époque, c'était la gestion de la ferme familiale. Maintenant, c'est la gestion de la planète. Notre oikos, Gorbatchev l'a fort bien dit dans son fameux discours de 88 aux Nations Unies, notre oikos, notre foyer commun, c'est aujourd'hui la planète. Donc, l'objet central, pas besoin de faire des périphrases, l'objet central, c'est le grand retour à l'économie. Les défis que l'on a sont identiques à ceux qu'il y avait avant la révolution industrielle, qui était une parenthèse qui a donné l'illusion que le problème, c'était la rareté des capitaux et l'infinitude des ressources planétaires. Maintenant, on revient à la réalité inverse de la finitude radicale de la planète, dont la question des émissions de gaz à effet de serre est l'expression la plus évidente. Et puis, troisièmement, il faut engager une métamorphose de la responsabilité pour en reviser les différentes dimensions et construire progressivement du droit européen avec une charte européenne des responsabilités humaines qui soit le pendant
de la Charte des droits, alors qu'on entretient aujourd'hui l'illusion que la responsabilité se traite à travers la concurrence entre les droits, à tel point que pour intégrer le vivant dans le droit, on essaie de lui donner un statut juridique. Ce qui est évidemment ridicule, ce n'est pas un sujet de droit. Le vrai problème, c'est notre responsabilité vis-à-vis des vivants, ce n'est pas les droits du vivant par rapport à nous, c'est notre responsabilité par rapport au vivant. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de… Dans tous les domaines, le phénomène, si vous voulez, que je décris à propos de l'astronomie, c'est-à-dire qu'avant Copernic, au fur et à mesure qu'on faisait des découvertes astronomiques, on a compliqué la représentation ptoléméenne du monde. Il fallait rester attaché à l'idée que le Soleil tournait autour de la Terre. On n'arrivait pas à expliquer les planètes, alors on a fait des trucs extrêmement compliqués. Ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le domaine du droit, c'est ce qu'on fait dans le domaine de l'économie pour essayer de revenir à la réalité. Alors, si on part de l'économie, l'économie d'abord est une branche de la gouvernance. Donc, il faut appliquer à la question de la production et de la consommation les principes généraux de gouvernance. Ça, je n'ai pas le temps de les décrire, je répondrai là-dessus. Ça veut dire concrètement en matière de gestion du climat que le problème central est un problème de limite des émissions et de réduction. On a besoin pour respecter nos engagements internationaux d'une réduction de 6% par an de notre empreinte écologique. Ça s'appelle du rationnement. Ça s'appelle du rationnement. Et donc, le problème central n'est pas du tout d'introduire des coûts cachés, pas cachés, etc. Comme l'a très bien montré Alain, dès lors qu'il y a irréversibilité, la notion des coûts cachés ne veut strictement rien dire. Il s'agit de dire comment on répartit le rationnement et comment on affirme une responsabilité par rapport au rationnement. Donc, ce qu'on a vu l'an dernier dans les assises du climat, c'est qu'il y avait 4 critères qu'il fallait combiner pour avoir une politique sérieuse et arrêter de causer sur le réchauffement climatique en ne faisant rien. Premièrement, il faut prendre en compte la totalité de l'empreinte écologique. C'est une responsabilité vis-à-vis du monde, ce n'est pas une responsabilité par rapport à des émissions nationales. Deuxièmement, il faut une obligation de résultat annuel. Donc, on passe d'une responsabilité en termes de moyens à une responsabilité en termes de résultats. Et donc, un résultat annuel qui soit une obligation vis-à-vis du politique comme vis-à-vis du reste du monde de 6% par an. Troisièmement, il faut la justice sociale. Dès lors qu'il y a rationnement d'un bien rare et indispensable à tous, il y a justice sociale au cœur. Et quatrièmement, il faut un effet de levier pour entraîner l'ensemble des acteurs. La seule solution qui satisfait à ces 4 critères, ce sont des quotas individuels égaux pour tous et négociables, c'est-à-dire que, parce qu'un des principes de légitimité de la gouvernance, c'est le principe de moindre contrainte, c'est-à-dire d'atteindre le bien commun avec le minimum de contraintes sur les uns et les autres. Ce qui est exactement l'inverse, puisqu'on a parlé de la Convention citoyenne tout à l'heure, exactement l'inverse des discours actuels, puisque dans le rapport à la Convention, il y a plus de 200 fois le mot interdiction, plus de 200 fois le mot obligation. Vous comprenez instantanément que c'est strictement infaisable. Donc, il faut que les gens assument leur responsabilité par rapport au quota, que ceux qui font des efforts de frugalité aient le moyen de le valoriser, et très très vite, avec une réduction de 6% par an, le coût de cession deviendra effectivement stratosphérique. Et l'important des quotas, c'est que ça crée un effet de levier fondamental sur tous les autres acteurs, puisque ça veut dire que les impôts locaux et nationaux comportent leur part de quotas. Et je rappelle que la totalité des émissions, l'empreinte des services publics aujourd'hui, c'est 1,8 tonnes par habitant, alors qu'on dit qu'en 2050, il faut qu'on soit à 2 tonnes. Ça veut dire que rien que les services publics représentent 80% de où on doit être. Donc, vous comprenez bien que si on n'agit pas sur les services publics, on ne réussira pas. Et de même, l'effet de levier gigantesque de l'entreprise, c'est effectivement qu'il faut qu'ils dépensent des points carbone
vis-à-vis de leurs fournisseurs et qu'ils les récupèrent vis-à-vis de leurs clients. Et avec ça ira très très vite. Et la dernière conséquence, c'est par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la multidimensionnalité, c'est que ça devient une monnaie à part entière et qu'effectivement, on a besoin d'une monnaie à part entière parce que penser qu'on peut, avec la même monnaie, payer ce qu'il faut développer et payer ce qu'il faut économiser, c'est comme si on avait une voiture avec l'accélérateur et le frein qui a la même pédale, ça ne peut pas marcher. Merci beaucoup, Pierre. Alors, je vais essayer de faire une micro-synthèse de ce que vous avez dit et ensuite, on aura le temps, je pense, de prendre quelques questions. Et voilà, ce qui donnera l'occasion à chacun d'entre vous, évidemment, de reprendre la parole. Alors, ce qui me semble important, après vous avoir écouté tous les trois, c'est qu'on voit bien que la manière dont la question est posée, comment intégrer les coûts cachés économiques et sociaux, je pense qu'il y a un point d'accord entre vous trois, c'est la question du caché, de l'occulte, du visible et de l'invisible, même si, à l'évidence, vous avez relativisé cette question, ou plutôt dit d'ailleurs que, d'une certaine manière, on était à un niveau d'urgence tel qu'elle était dépassée et qu'il fallait se situer dans une perspective moins stricto sensu économique classique, mais qui intègre des éléments d'outils économiques, mais aussi une vision de la réalité qui soit une vision complète et non pas déformée, qui soit une vision de la réalité qui donc fasse apparaître l'activité sociale qui aujourd'hui n'est pas valorisée, contributive, qui fasse apparaître la question des différences, des différentes échelles, qu'on arrête de se situer d'une manière, comme le disait Pierre à l'instant, que la réalité soit prise en compte telle qu'elle est aujourd'hui et qu'on laisse de côté un certain nombre de croyances qui sont aujourd'hui activées par nos dirigeants d'entreprise, dirigeants politiques. Et puis, quand on écoutait Alain qui avait porté donc de longue date cette réflexion sur les écotaxes et leurs conséquences sociales, on prenait aussi conscience du temps qui est passé et du fait que, donc ça c'était en 98, je pense, du temps de Lionel Jospin, oui, absolument. Donc on prend conscience, c'est aussi ce que nous a dit Pierre, au fond, chaque année, un nouveau rapport du GIEC, ou même maintenant, on a le sentiment même que les rapports du GIEC s'accélèrent, et chaque année, le constat qu'au fond, l'empreinte n'a pas changé depuis les années 90. Donc, à partir de là, de ce constat pessimiste, l'enjeu qui est posé, c'est évidemment le rôle joué par les citoyens, mais aussi la manière dont on modifie la culture du pouvoir. Moi, je pense que c'est un point essentiel. Les citoyens, la culture du pouvoir, et comment on élargit au-delà de la croyance que le pouvoir politique serait indépendant du pouvoir économique, comment on élargit au fond aussi les outils qui sont à notre disposition. Parce que là, vous avez beaucoup dit qu'au fond, les outils classiques n'étaient pas adaptés, mais l'enjeu, c'est bien d'agir. Et Olivier Passet nous a dit tout à l'heure, il me semble que c'est notre bagage idéologique et d'action qui est peut-être notre premier poids, au fond, auquel il faudrait renoncer. Je trouve que c'était très intéressant. Comment est-ce qu'on modifie notre approche culturelle? Je crois qu'on a été incité à le faire. Voilà, je vous passe la parole. Je propose qu'il y ait 3 personnes qui posent leurs questions et puis qu'ensuite vous répondiez. Je pense qu'Alain aussi en début. Allez-y. Bonjour, Jacques Millery. Bonjour, Jacques Millery, Centrale Supélec. J'ai entendu Jacques Millery, Centrale Supélec. J'ai entendu trois choses qui ont résonné en fait chez moi. La première, c'est la mention du double dividende. La deuxième, c'était la mention des certificats d'économie d'énergie. Et la troisième, c'était les relations entre action publique, action privée, action individuelle et action collective. Et je me demandais si justement il n'y avait pas une sous-utilisation aujourd'hui des mécanismes de certificats blancs qui justement permettaient à la fois de marier le privé et le public avec des effets qui étaient, on va dire, neutres en ce qui concerne l'effort demandé dans l'organisation de la collectivité publique, mais qui avaient des effets bénéfiques sur les comportements de tous les acteurs et qui permettaient de matérialiser finalement des choses qui étaient au départ des externalités en fonction justement d'objectifs qui pouvaient être des objectifs politiques ensuite sur les formes de société. D'accord, merci beaucoup. On prend 3 questions s'il y en a. Et puis. Bonjour, merci. Je m'appelle Chloé. J'ai une question sur la question du contributif, parce qu'effectivement, ça matérialise, ça objective une externalité. En revanche, elle apparaît que positive, telle que vous l'avez décrite.
alors que finalement, lorsqu'on contribue, entre guillemets, par exemple, au numérique, on se fait manipuler par les barbares, comme diraient certains, et au service de quoi? Au service de quelle dégradation à la fois sociale, environnementale, territorialement. Et donc, comment distinguer la contribution positive et négative, comment la valoriser et comment la réglementer, autrement dit par quota ou par écotaxe, que sais-je, mais ne faut-il pas revoir les deux côtés de la pièce? Je ne sais pas s'il y a une troisième question. Bonjour, Sarah Dubreuil. Moi, je travaille actuellement pour le Club de Rome. Un des points que vous disiez sur justement comment comptabiliser par exemple la contribution, on se pose beaucoup la question justement de comment avoir des indicateurs sur les qualités de relations. Vous donniez l'exemple des C2A, mais les C2A, c'est justement un exemple d'un marché aujourd'hui qui souffre d'une grande opacité et de problèmes de fraude. Donc, en fait, quels seraient vos meilleurs paris justement pour engager cette transition, mais en évitant justement les biais du système actuel? Parce que ma crainte, moi, c'est que si on repart sur par exemple quelque chose comme C2E, en fait, pourquoi ne souffrirait-on pas des mêmes problèmes que sur le marché classique? Bien. Qui est-ce qui veut commencer les réponses? Oui, alors d'abord, c'est évident que la distinction entre coût et richesse, c'est un peu subjectif. Enfin, c'est à la fois comptable et c'est subjectif. C'est-à-dire que même quand vous faites la chose la plus utile du monde, ben, ça vous coûte quelque chose en temps de travail. Et ça coûte probablement du matériau dans l'environnement. Maintenant, il y a la production. Toute la réflexion sur le PNB, etc., c'est ce que vous sortez, ce que vous produisez, est-ce que c'est bien ou pas bien? Et là, c'est très compliqué. La notion de coût caché, c'est ce que vous croyez être bien. Attention, il faut en déduire un tas d'effets négatifs. Mais il y a aussi des effets positifs. C'est ça, des effets positifs cachés de ce que vous produisez. J'ai fait effectivement ce rapport sur les écotaxes, mais j'ai fait aussi le rapport à Mme Aubry sur l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire ce que j'ai appelé les effets externes positifs de toute activité. Vous ouvrez un restaurant d'insertion dans un quartier populaire, vous ne faites pas simplement de la nourriture. Vous intégrez des gens, vous les formez, vous ouvrez un espace de convivialité, etc., etc. Et c'est tout ça qui justifie le fait que l'État ou la région ou la municipalité doivent subventionner une activité de l'économie sociale et solidaire, exactement en miroir du fait que quand l'effet est négatif, l'effet externe est négatif, eh bien, il faut payer une taxe. C'est un peu le même raisonnement, mais quand c'est positif et quand c'est négatif. Alors attention, la distinction positif-négatif, elle est quelquefois, bon, est-ce que transformer de la nature sauvage en jardin, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Ça se discute. Hein. Alors, deuxièmement, petite remarque sur l'exposé de Carole, avec laquelle je suis totalement d'accord. À ceci près que quand même, il y a des efforts qui ont été faits. Hein. Alors, du point de vue théorique, bon, Marx a tout de suite parlé des conditions générales extérieures de l'activité capitaliste. Fernand Braudel définit toute cette activité contributive comme le premier étage de la civilisation matérielle, avant l'économie marchande et avant l'économie financière. Le féminisme de la deuxième vague a obligé l'INSEE à commencer à mesurer. Hein, on a mesuré dès les années 70 que la contribution des femmes gratuite était supérieure en nombre d'heures de travail à la totalité du travail salarié masculin et féminin. Donc on a des mesures. Et enfin, tous les travaux sur le lancement de l'économie sociale et solidaire, son institutionnalisation, ont amené à faire des obligations de comptabilité du travail contributif. Je suis, par exemple, quand c'est dans l'association, quand il y a des rapports, c'est ça le problème. Je suis, par exemple, trésorier d'un jardin potager, eh bien, pour justifier l'argent qu'on reçoit de l'État, de la région, des départements, de la municipalité, eh bien, on doit faire un rapport, un bilan, hein, compte les heures gratuites travaillées. Hein. Et ça permet ensuite… En association, mais les coopératives, Mais bien par sûr, exemple, ne le font pas. Les coopératives ne font Et pas. les associations, c'est le bénévolat, c'est 4% de l'activité contributive. J'y vais parce qu'on a dit qu'on avait le droit d'être aussi en débat. Hein, et de se parler, on est pas… Ne disons pas que… Ne disons pas… Enfin,
je suis très hostile à la délectation morose. Je pense qu'on a diminué, on n'a pas fait assez, on a diminué effectivement à coups de hache, on a dit coups de marteau sur la tête des individus et des entreprises. On a diminué l'empreinte écologique des Français trop peu, beaucoup trop peu. On a commencé à mesurer l'économie contributive. On a dit que ça donnait des droits, par exemple, pour rentrer à l'ENA. On a dit que, etc. etc. Après, il ne faut pas. Comme disait Braudel, on produit, il y a 95% de nécessité et 5% de liberté dans la vie, que ce soit individuel ou historique. Mais exaltons ces 5%, ne nous disons pas on n'a rien fichu. Ça, c'est ce que Braudel appelait, pas seulement la peur du père, mais le narcissisme blessé du militant. On a fait un tas de choses et puis on n'a pas donné grand-chose. Je crois que Carole et tout, ça fait une délectée morose. Donc... Morose, non. J'ai beaucoup aimé ce que disait Taoufik autour de l'amour en politique. Je pense qu'on souffre du poison du ressentiment. Et l'amour est une... C'est pour ça que personnellement, j'utilise le terme d'action et pas de combat ni de lutte. On est en action. Je voudrais répondre à Chloé et Sarah, pas répondre justement. D'abord, je trouve que ce qui est formidable dans ce qui est en train de se dégager aujourd'hui dans ces plénières, c'est la richesse des interventions du public et le fait qu'on puisse penser ensemble. Donc l'activité contributive, même si certes les féministes ont été des pionnières dans cette réflexion, on y pense depuis longtemps, et les COP, la critique de la valeur autour de la notion de valeur d'association, etc. Il y a eu des balbutiements. Je voudrais juste quand même dire que quand on mesure, on a toujours sous-estimé. Avant notre étude, on disait que les aidants, c'était 11 milliards d'euros. Chez nous, c'est 266 milliards d'euros. Quand l'INSEE a produit son travail sur la réflexion sur la valeur du travail domestique, là, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est un tiers de ce qu'on dit ou un quart de ce qu'on dit. Donc oui, on a mesuré, on a minimisé. Donc, positif, négatif, c'est ce que tu disais, Alain, cette binarité, elle est compliquée à détacher. Nous, en fait, mais je veux dire, on n'a pas de réponse figée parce qu'on est un travail. Moi, on croit beaucoup en l'expérimentation. On pense que c'est en expérimentant, et c'est aussi la réponse sur les effets pervers possibles d'un certificat ou d'impact, parce qu'on nous en parle aussi, des effets pervers d'impact, tout ce qu'on pourrait biaiser dans l'économie ou dans plein d'autres choses. On pense d'abord qu'il y aura toujours des effets pervers, il y aura toujours de la fraude, etc., mais que ce n'est pas une raison pour ne pas aller faire des choses. Et qu'ensuite, ma foi, les questions se posent sur qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on soutient pas, de quelle manière, qu'est-ce qui relève de notre responsabilité autour du pacte ou pas. Et ça, on répond très concrètement ensemble. On regarde ce qui se passe dans les expérimentations. On ne parle pas de grands principes, de grands il faut, de grandes mesures à généraliser à la terre entière. On va sur un territoire, on expérimente, on regarde les problèmes qui se posent, on apporte des questions, et puis après on expérimente ailleurs, et puis ça grandit. Et puis on se pose des questions comme ici, ou comme dans l'initiative contributive, on réfléchit ensemble et on trouve les réponses ensemble parce qu'on ne sait pas où on va et on ne sait surtout pas comment on y va. Et moi, je me méfie beaucoup de... Oui, il faut une vision peut-être de ce qu'on a envie de construire. Je dirais, comme Pigou d'ailleurs, même mieux, c'est déjà pas mal, ça va faire un petit peu mieux. Et je suis constructiviste aussi, c'est-à-dire c'est en faisant, c'est ma méthode scientifique, c'est en faisant qu'on découvre ce qui marche et ce qui marche un peu mieux. Donc, je ne vais certainement pas venir avec des réponses toutes faites sur comment est-ce que ça va marcher ou pas marcher, et je ne vais certainement pas m'empêcher d'expérimenter au risque qu'on risquerait d'aider les entreprises à diminuer leur coût de transaction encore un peu plus. On s'en fout, parce que si derrière, ça me fait penser au double dividende, si derrière elles sont obligées, ou par une loi, ou parce que j'arrive plus à vendre si je ne suis pas une entreprise citoyenne, donc même pour mon marketing, il va bien falloir que je dise que j'achète des certificats de contribution sociale. Et cet argent-là, il viendra payer ce qui n'est pas que positif, ce n'est pas qu'un apport positif, parce que c'est 3 jours par semaine, excusez-moi, mais parfois, ils sont difficiles à faire. Et quand je fais de l'activité digitale numérique, ce n'est pas positif du tout. Moi, ça me rend dingue quand je dois réparer un bug. Complètement dingue, c'est un stress. Quand on est devant une interface qu'on doit apprendre pour faire un service de l'État ou un service marchand, mais ça rend fou. Et il faut être super éduqué pour y arriver. Moi, c'est mon métier, je crée des services. J'étais une pionnière du numérique, des industries qu'on appelle les industries créatives et citoyennes numériques depuis les années 2000. Mais quand je suis devant un service public numérique, je ne sais même plus ce que je dois faire. Donc non, ce n'est pas que du positif. Mais justement, cet argent qu'on récupérera comme ça, c'est ça le deuxième dividende, il va permettre de pouvoir équilibrer. Pierre. Non, pas morose. Pierre,
Non, rien de particulier. D'accord. Moi, je voulais juste dire une chose, c'est qu'il me semble que par rapport à tout ce qui a été décrit, notamment sur le contributif, tout ce qu'a écrit Sophie Swatton sur la question du revenu de transition écologique me semble aussi assez intéressant, avec l'idée justement d'associer un projet de société collectif à une rémunération qui soit au service justement du fait que des gens qui sont en difficulté sociale, etc., puissent trouver leur place par rapport à ce mode de société écologique. Je trouve que tout ça, c'est des initiatives qui associent une approche méta à une approche microéconomique et sociale. Et ça, je pense que c'est aussi un point qui permet de réintroduire de l'humanité. Je ne sais pas si je dirais le terme d'amour, en fait, moi je dirais plutôt le terme d'humanité, parce que bon, après tout, l'amour, c'est pour moi un sentiment plutôt intime, dans notre vision de l'économie. Merci beaucoup. En tout cas, je crois qu'il faut qu'on tienne les délais. Vous êtes là pour nous. Vous êtes comme une statue du commandeur, hein, c'est ça. Merci.